Bon, ben, eh bien, écoutez, je fais peur, mais bon, c'est ma vraie tête, je vais pas faire semblant, c'est ma tête habituelle, c'est comme ça. Ok, donc nous allons commencer cette petite FAQ. Je vais d'abord mettre un peu de baume sur mes lèvres. On est mal barré. Alors, il n'y a pas d'ordre pour les questions, hein, je les prends vraiment en fonction de comment les gens me les ont posées. D'abord, nous allons mettre un patch anti-bouton, parce que là, j'ai mes boutons hormonaux, comme d'habitude. Et en fait, j'utilise la marque Mighty Patch, que j'achète en parapharmacie. Donc, quel logiciel de montage j'utilise pour mes vidéos? Alors, je fais le montage sur Final Cut Pro. C'est un logiciel que je connaissais déjà avant de lancer ma chaîne YouTube, parce que spoiler alerte, j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'avais mis quelques vidéos en ligne en 2018 de quelques voyages que j'avais fait, donc je les ai retirés là parce que j'assume plus. Voilà, on va cacher hop la misère ici. C'est un logiciel qui est payant, c'est un paiement en une fois, c'est pas par abonnement, c'est dispo que sur Mac, mais honnêtement c'est pas indispensable pour démarrer. Beaucoup de gens utilisent et recommandent, c'est DaVinci. DaVinci Resolve, apparemment c'est trop bien et c'est gratuit. Je l'ai pas testé parce que je peux pas changer de logiciel quand j'ai mes habitudes et tout, mais en tout cas si vous cherchez un logiciel de montage, celui-là peut très bien faire l'affaire. Question suivante de Maïté. Alors je vais dire vos prénoms quand ils sont visibles. Sachez que je vous valorise en tant qu'être humain, même si je ne dis pas votre prénom. Donc c'est quoi ma spécialité et mes services au juste? Alors de base, je suis juriste d'entreprise. J'ai un master en droit des affaires et un MBA en droit des affaires et management. La vérité c'est que en fait j'ai travaillé depuis dès que j'ai été majeure, en gros. Donc des petits boulots. Enfin je travaillais longtemps par Castérix, pour être honnête avec vous, en restauration. Et donc j'ai toujours été confrontée au monde du travail et je savais que c'était pas un truc qui me faisait spécialement kiffer. Donc j'ai un peu retardé le moment parce que j'ai jamais eu de métier de rêve en soi. J'ai jamais su vraiment ce que je voulais faire. Donc j'ai voulu rester à l'école très longtemps pour me donner l'espace et le temps de choisir ce que je voulais. J'ai commencé à travailler en tant que juriste d'entreprise. J'ai pas du tout aimé. Vraiment, c'est la vie en entreprise, c'est pas pour moi. Genre les collègues, le fait de devoir manger avec eux, sinon ça veut dire que tu te mets à l'écart, que t'aimes pas les gens. Enfin, moi je suis quelqu'un de solitaire. Donc la vie en entreprise, ça m'allait pas, les commérages ça m'allait pas, les gens qui pètent plus haut que leurs fesses ça m'allait pas non plus. Donc j'ai rapidement compris que cette vie-là c'était pas pour moi, mais en même temps j'avais pas de plan B. Enfin, j'avais un plan B parce que j'avais en parallèle lancé un blog lifestyle où du coup je partageais des conseils, organisation, mes voyages, voilà, du lifestyle quoi, mes achats, des make-up, je faisais un peu des hauls et tout. Et en fait, c'est en ayant ce blog et en lisant plein de blogs en parallèle que j'ai découvert comment monétiser un blog, c'est-à-dire avec les collaborations avec les marques, l'affiliation, la vente de produits digitaux et tout. Donc dès que ça a commencé à bien marcher pour moi, j'ai quitté mon job de juriste pour me lancer à temps plein là-dessus. Et pendant plusieurs années, ma spécialité c'était Pinterest. Je vendais un e-book qui coûtait 9,99 à l'époque et j'avais l'impression de demander 1000 € aux gens, qui expliquait aux blogueuses comment générer du trafic depuis Pinterest vers leur blog pour ensuite développer leur newsletter, qui s'est voilà vendu, qui m'a permis en tout cas de gagner un peu d'argent et de me lancer dans le bain. Au-delà de l'aspect monétaire, ça m'a surtout permis de me créer une notoriété dans un secteur niché, hein, au point que Pinterest me contacte et me demande d'organiser un workshop en fait dans leur bureau. Donc ça c'était très très cool. Après ça, en parallèle, comme moi j'avais lancé un podcast en 2019 et qu'il avait bien marché et que les gens me demandaient tout le temps comment lancer un podcast, comment est-ce qu'on le monétise, etc. J'avais créé un petit cours là-dessus pendant le confinement en 2020. Donc ce cours sur le podcast a très bien marché. C'est lui qui m'a permis de stabiliser mes revenus et de gagner de l'argent tous les mois de manière à ce que je puisse vivre avec mon entreprise. Et donc moi j'ai pendant ce temps-là créé du contenu autour du podcast, tout ce que j'apprenais, je le transmettais. Et donc essentiellement c'est ça qui m'a aidé beaucoup plus en termes de visibilité. Ma spécialité, on va dire pendant 4 ans, ça a été le podcasting. Le podcast marketing, parce que c'est pas juste lancer un podcast, mais c'est toute la partie marketing à côté. Donc comment est-ce que tu fais connaître ton podcast, comment tu le monétises. C'est mon domaine d'expertise puisque j'ai même été contactée par une maison d'édition pour écrire un livre du coup sur le sujet. Seulement moi aujourd'hui en 2000, alors je vais pas dire 2025, mais bon c'est dans une dizaine de jours, ça me fait plus kiffer de parler de podcasting, j'en ai fait le tour et je pense que voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Donc je pivote, tu vois, actuellement. Ma spécialité, là je saurais pas te dire. Ce que je sais, c'est que ce que j'aime, c'est la création de contenu et c'est ce pourquoi j'ai lancé un blog en 2016 pour créer du contenu sur internet. C'est pas encore où je veux aller pour être honnête avec toi et je me cherche un peu, c'est pour ça que je teste différents sujets de contenu sur cette chaîne YouTube et pas trop d'entrepreneuriat, un petit peu mais pas trop parce que j'ai pas envie d'être là-dedans. J'ai besoin d'autres choses. Donc voilà, ça peut répondre à ta question. Voilà un peu mon parcours et ce que j'ai fait. Mais j'ai des connaissances du coup dans plein de domaines puisque en ayant créé une offre
être digital en l'ayant vendu en fait pendant 4 ans, eh bien j'ai acquis des compétences en marketing par email. Voilà, ça c'est mon domaine. Je suis plutôt douée en toute modestie sur ce domaine-là, marketing par email, la vente de produits digitaux. En fait, tout ce qui est attrait au marketing digital, je le maîtrise. Donc ça pourrait être considéré comme étant une spécialité, on va dire. Voilà, si ça peut répondre à ta question. C'est bien parce que du coup, on a une question suivante qui est: est-ce que tu te réorientes vers la création de contenu plus que les formations en ligne? La vérité, c'est que oui. Moi, à la base, je suis une créatrice de contenu avant tout. Ce que j'aime, c'est ça, en fait, c'est créer. Et le fait d'avoir une chaîne YouTube, je trouve que c'est trop bien pour ça. Je le vois comme un média, donc ma chaîne YouTube. Je le vois comme un tremplin pour X ou Y, je sais pas encore quoi. Je sais que ça va m'ouvrir d'autres portes. Donc, effectivement, moi, à terme, j'aimerais bien pivoter. Je veux pas arrêter de vendre mes connaissances et d'aider les gens sur ce que je connais, mais en même temps, je veux plus que ce soit forcément mon cœur d'activité. J'ai plein de choses à faire. On n'a qu'une vie. Le temps, il est pas compté, mais vous voyez, j'ai pas envie de rester pendant des dizaines et des dizaines d'années dans un domaine quand il y a plein de choses que j'aime et que j'ai envie de tester. Et donc là, je sens que l'infoprenariat, comme on l'appelle, j'en ai fait un peu le tour, quoi. J'ai envie de revenir à ce qui me plaît initialement, et c'est la création de contenu. Mention spéciale cependant à ce fond de teint de la marque Pat McGrath, qui est en Light Medium 14. C'est ma teinte parfaite et il est léger, et pourtant il couvre, je trouve, juste ce qu'il faut. Il est excellent. Voilà, si jamais vous cherchez un fond de teint, n'hésitez pas à regarder s'il y a votre teinte là-dedans, parce que c'est de la bombe. J'ai aussi Jessie qui me dit: j'ai l'impression que tu fais de plus en plus de contenu lifestyle. Est-ce que ton objectif c'est de devenir créatrice de contenu à temps plein? Alors effectivement, je fais plus de contenu lifestyle. Dans l'immédiat, mon objectif c'est pas d'arrêter la vente de produits digitaux, parce que j'aime ça, j'ai encore plein de trucs que j'ai envie de créer. Là, je travaille sur un template pour s'organiser sur l'année 2025, un petit template Notion. Voilà, je travaille dessus, j'ai hâte de pouvoir le proposer. Donc je veux pas arrêter, parce que j'ai encore plein de choses à mettre à disposition, et puis surtout, je gagne pas d'argent avec ma création de contenu, pour le moment en tout cas. Et du coup, j'embraye sur une autre question que tu m'as posée. Ta chaîne est maintenant monétisée. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette de ce que ça te rapporte AdSense et partenariat confondus? C'est pour avoir une idée de ce qu'on peut gagner avec une chaîne nichée comme la tienne. Moi, je dirais pas que ma chaîne elle est nichée en vrai, parce que j'aborde tout et n'importe quoi. Enfin, pas tout et n'importe quoi, c'est niché, mais ça reste quand même large, parce que tu vois, des fois je fais de la cuisine et c'est pour ça que je dis que je me cherche un petit peu. Donc je dirais pas que je suis nichée encore. Pour moi, j'ai pas trouvé ma niche, pour être 100% honnête, mais je sais que ça va venir au fur et à mesure. L'étau va se resserrer, ça va me permettre d'avoir une niche. Maintenant, ma chaîne est monétisée, oui, mais je peux pas vivre avec ce que je gagne de YouTube AdSense en soi. Je vais mettre là, du coup, l'estimation de ce que je gagne sur le mois, les 28 derniers jours. Assez répétitif, la plupart du temps, c'est ça. Donc, comme vous pouvez le voir, avec les publicités, à mon échelle, avec le nombre de vues que je fais, c'est pas la folie non plus. Et pour les collaborations rémunérées, j'en ai pas faites pour l'instant. J'ai toujours refusé, soit parce que le prix était bas, soit parce que ce qu'on me proposait comme produit, ça ne me convenait pas. Et là, vous vous dites peut-être: oui, mais comment est-ce que tu fixes un tarif? Honnêtement, j'en sais pas, je fais au feeling. Il y a deux types de collaborations sur YouTube, d'après ce qu'on me propose. Soit tu fais un encart de 2 minutes où tu parles de la marque, et c'est ce que font la plupart des gros créateurs de contenu, si on remarque bien, même si c'est un peu plus que 2 minutes, je crois. Et il y a les vidéos dédiées. Donc moi, déjà, j'aime pas faire des vidéos dédiées sur un produit ou un service. Ou alors, si j'adore le produit et que je l'utilise déjà dans mon quotidien, là oui, je le ferai. Mais sinon, c'est que des encarts de 2 minutes. Et en fait, les gens me proposent 100 balles, 80 €, 100 balles. Peut-être que c'est les tarifs, mais moi, en tout cas, ça me convient pas. Je trouve que c'est pas beaucoup, sachant que la vidéo, elle va rester en ligne sur plusieurs années en fait. C'est-à-dire qu'une personne qui tombe sur la vidéo dans 3 ans, elle va revoir la pub. Donc pour la marque, c'est rentable. Pour moi, 80 à 100 €, ça me convient pas. Je sais que j'ai une petite chaîne, mais en même temps, j'ai pas besoin de YouTube pour vivre. Du coup, je fais mes propres règles en fait. Donc voilà pour l'aspect monétisation. Nous avons maintenant une question qui est revenue aussi plusieurs fois, qui est: de plus en plus de podcasts sont maintenant filmés. Est-ce que c'est nécessaire pour faire décoller un podcast de zéro, ou c'est juste une aide pour republier sur les réseaux sociaux? Je pense, et là je suis ferme là-dessus, que faire de la vidéo n'est pas indispensable pour avoir un podcast qui soit connu. Loin de là. C'est un atout, c'est sûr, parce que ça te permet d'être effectivement sur plusieurs plateformes. Tu vas être à la fois sur YouTube. YouTube appartient à Google, donc fonctionne comme un moteur de recherche. Donc ça aide pour la découvrabilité, ça c'est sûr, et ça aide aussi pour mettre des petits extraits sur les réseaux sociaux, mais selon moi, ce n'est pas indispensable. Un podcast, de manière générale, ça demande du travail. C'est pas un truc pour les feignants. Certes, ça a de superbes opportunités en termes de visibilité, c'est excellent, mais ça reste une vraie charge de travail quand même, on va pas se mentir. Donc déjà, réussir à diffuser un épisode toutes les semaines sur un format juste audio, c'est très bien, et pour moi, ça suffit largement. Et puisqu'on parle de vidéo, il y a justement Louise qui dit dans l'ère de la vidéo, est-ce que
que tu penses que les blogs lifestyle liés à Pinterest ont encore leur place? Je pense qu'ils reviennent en force. Je pense qu'ils s'étaient un peu essoufflés ces dernières années puisque le Covid fait que le marché de la création de contenu a connu de très fortes progressions et de très gros développements, de très gros pics. Mais pour moi, les blogs reviennent en force et donc je pense que c'est pas du tout bête de lancer un blog, d'autant que les marques cherchent toujours à développer la notoriété de leur site et ça se fait notamment en ayant des liens à travers d'autres sites de valeur, ayant une bonne réputation aux yeux des moteurs de recherche. Et donc avoir un blog, ça peut aider du coup à ce niveau-là. Donc pour moi, c'est pas du tout mort. Au contraire, moi je publie, là mon rythme pour 2025, j'espère tenir en tout cas sur les 6 premiers mois, c'est de publier un article tous les lundis. Donc ça va être soit du recyclage de scripts de vidéos YouTube ou d'épisodes de podcast ou alors d'autres choses. Mais dans l'idée, je pense qu'il y a encore énormément de valeur, surtout qu'un blog, ça se monétise certes avec des collaborations avec des marques, mais c'est comme n'importe quel format. Ça se monétise également avec de l'affiliation, donc le fait de toucher une commission quand on partage un lien traqué et que les gens achètent. Et ça peut aussi se monétiser à travers la vente de produits digitaux. Donc c'est comme YouTube ou un podcast, la monétisation, ça reste la même. Et pour certaines personnes qui n'ont pas envie de se montrer sur Internet parce qu'il y a un job ou pour leurs croyances ou pour voilà n'importe quoi, ou qui aiment bien écrire tout simplement, eh bien un blog, ça sert pour ça. Donc moi, je vous invite vraiment à lancer le vôtre si c'est quelque chose qui vous plaît. Testez, amusez-vous, créez votre contenu. C'est pas du tout mort. Pinterest, ça marche encore super bien pour ça. Donc faites-vous plaisir. Ne vous limitez pas. Ensuite, on me demande si je suis mariée, ou en couple et si j'ai des enfants. Alors je suis mariée, effectivement, depuis 2022. C'est vrai que je porte pas forcément de bague, mais pour ma défense, c'est parce que elles sont devenues trop grandes. Parce que votre pote a perdu du poids. Donc les bagues sont devenues trop grandes. Et donc je sais que j'ai pas fini de perdre du poids. Et une bague, tu la fais rétrécir 1 à 2 fois dans une vie. Genre c'est pas un process que tu répètes. Donc je préfère attendre. Comme ça, je me réserve la possibilité de la rechanger dans 10, 20, 30 ans si je suis encore en vie. Dieu seul sait. Et je suis bien mariée. Par contre, je n'ai pas d'enfant. Ensuite, Marie-Hélène demande si je bosse en solo, si j'ai une équipe ou si je travaille avec mon mec. Là, je me regarde, on dirait que j'ai rien fait du tout. C'est une blague. Non, on voit que j'ai mis du make-up quand même. Après, vas-y, c'est bon. Je dis que je faisais pas un tuto, vous arrêtez de me juger. Je travaille... je vais dire je travaille seule. Non, pas vraiment. En fait, j'ai travaillé avec mon mec jusqu'en janvier 2023. Ensuite, il a quitté l'entreprise. Il avait envie de tester d'autres choses et que moi aussi, j'avais envie de revenir à plus de simplicité. Donc, j'ai eu une phase où j'avais une équipe. J'avais une business manager, une nana qui s'occupait du service client, une rédactrice web et quelqu'un qui s'occupait de mes pubs que je faisais sur Facebook, du coup. Au final, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas puisque j'avais adopté un job de manager, ce qui n'est absolument pas ce pourquoi je me suis lancée à mon compte. Donc j'ai arrêté de proposer tout ça. Tout le monde est parti. Je suis la seule salariée de mon entreprise. Et après, je travaille avec une freelance qui m'aide à gérer les mails. Les mails, pour moi, c'est une tâche qui certes prend peu de temps, mais qui me draine énormément en énergie. S'il y a une chose que je délègue, c'est bien ça. Après, il y a des mails bien évidemment auxquels je réponds, hein. Mais c'est vrai que j'aime avoir cette possibilité de quelqu'un en fait qui me backup et qui traite, qui prendrait 5 jours à répondre de ma part quoi, et des fois c'est comme ça. Donc voilà pour répondre à ta question. Ensuite on me demande quel est mon livre favori, et là je dois avouer que j'adore cette question. Mon livre favori c'est Le Livre sans nom. Je sais pas si vous le connaissez, c'est un livre du coup qui a pas de nom et dont on ne connaît pas l'auteur. Et c'est un polar avec un mec qui s'appelle The Bourbon Kid, et dès qu'il boit du bourbon, il tue tout le monde, il devient fou. Et donc c'est un peu rocambolesque et c'est très style Tarantino dans la narration. Donc si vous aimez son style de film, vous allez aimer ce livre. Mais surtout c'est que en fait c'est une saga. Il y a plusieurs livres qui sont sortis par la suite. Il y en a d'ailleurs un qui est sorti très récemment que j'ai acheté mais j'ai pas encore eu le temps de lire. Mais voilà, le livre sans nom. Par pitié lisez-le et écrivez-moi ensuite pour me dire ce que vous en avez pensé. Je trouve... Enfin voilà, ça m'avait scotché. Ensuite j'ai Was qui me demande si j'ai déjà utilisé la méthode Pomodoro pour mes projets professionnels et si oui, ce que j'en ai pensé. En fait, moi je travaille en Pomodoro dans mes sessions de deep work, c'est-à-dire que je vais me bloquer une après-midi où je vais avancer et travailler sur un projet et je fais du Pomodoro en fait. Je fais du 45, 5 ou 10, ça dépend. En fait, je prends des vidéos YouTube, je tape Pomodoro en fonction de... Je mets aussi l'ambiance. Je suis efficace quand je pratique la méthode Pomodoro. Donc, si vous avez besoin de structure et de cadre, mais vous savez aussi que vous aimez bien faire des petites pauses assez régulièrement, la méthode Pomodoro c'est bien, et commencer à la limite par 25 minutes de travail, 5 minutes de pause et augmenter petit à petit. Ensuite nous avons Plumette de Pan Papeterie. D'ailleurs je vois tout le temps tes commentaires, merci beaucoup de me soutenir sur ma chaîne. Comme tu as fait du chemin depuis My Trendy Lifestyle, je t'ai découverte à
cette époque par hasard sur Pinterest. Énorme. Voilà, du coup, My Trendy Lifestyle, c'est le blog que j'ai lancé en 2016, où tout a commencé finalement. Si tu devais te lancer aujourd'hui, que ferais-tu de différent? Deuxième question, te sens-tu plus libre avec ta création de contenu sur YouTube qu'avec le podcast? Donc si je devais me lancer aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais différemment? Je pense que j'oserais plus. Quand je me suis lancée, j'étais vraiment la version genre 1 de moi-même. Et là, je suis au niveau 4 ou 5, dans le sens où j'étais très réservée et très timide. Et en fait, j'avais tellement de peur qu'il y a plein de choses que j'osais pas faire, que je m'empêchais de faire. Et je pense que si je me lançais aujourd'hui, ce que je ferais différemment, c'est que j'oserais faire 1000 fois plus de choses, affronter l'échec. J'ai eu vraiment du mal à tester de nouvelles choses à cause de ça, pour le coup. On a tous et toutes différentes peurs. Certaines qui nous retiennent, d'autres non. Moi, c'était la peur de l'échec. Pour d'autres, je sais pas, c'est la peur de la critique ou de réussir également. Bref, il y en a plein. Moi, c'était la peur de l'échec. Et donc, forcément, ce que je ferais différemment, c'est que j'oserais. Et du coup, je pense que j'aurais pas commencé par un blog, parce que si j'avais créé un blog, c'est que ça me permettait de garder ma petite zone de confort et de retrait et de pas me dévoiler trop, parce qu'au début, il y avait pas trop de photos de moi sur mon blog. C'était vraiment très impersonnel. Mais je commencerais par un format qui est adapté à ma personnalité, où je parle beaucoup. J'aurais pas hésité à développer mon réseau, à me créer des opportunités, à aller les chercher, plutôt qu'à attendre que les gens me contactent, que les gens viennent vers moi. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Et aujourd'hui, je me dis que c'est un peu dommage de fonctionner comme ça. Donc si vous êtes un peu comme ça, prenez-le aussi pour vous. N'hésitez pas à aller chercher les opportunités quand vous savez que vous avez envie de vous diriger dans une voie. Bougez-vous. En fait, faites le maximum. Je pense que j'aurais fait ça. Quand tu te lances dans un projet ou dans un concept ou dans une entreprise ou dans une activité, en fait, c'est pas forcément pour toujours. Ça peut être aussi pour une partie de ta vie et un segment. Je pense que si j'avais pris conscience de ça, peut-être que j'aurais exploité du coup plus ce que je faisais. Et la deuxième partie de ta question, c'était est-ce que je me sens plus libre sur YouTube qu'avec mon podcast? Oui, en soi, dans le sens où, comme je démarre de zéro avec YouTube, j'ai toute la liberté du monde de faire ce que je veux de cette chaîne. J'ai pas envie que ce soit une plateforme où on retrouve le même contenu qu'ailleurs. Donc oui, du coup, je me sens plus libre parce que j'ose faire plus. Et je pense que ça rejoint un peu cette idée que j'ai de vouloir me lancer dans la création de contenu. Ça m'a aussi boosté à lancer une chaîne Twitch et à faire des live Twitch de gaming, alors que je joue tout le temps. Ça, c'est un fait. Et en même temps, c'est pas un aspect de ma personnalité qu'on connaît. Donc je pense qu'effectivement, avoir dans ma tête l'idée de me dire je développe aussi en parallèle une activité de créatrice de contenu. Clairement, je me prends pas la tête quand je réfléchis à des idées de contenu pour la chaîne, alors que sur le podcast, j'avais des piliers de contenu, tout était défini, la ligne éditoriale était faite, je savais pourquoi les gens me suivaient, je ne laissais pas libre cours à mes envies et à mes lubies du moment. Alors que sur d'autres plateformes, oui, je trouve que c'est l'avantage. Quand tu redémarres de zéro, t'as une page blanche et c'est toi qui fixes les règles. Ensuite, j'ai Cozy Mimi qui dit coucou Safia, j'ai découvert ta chaîne il n'y a pas longtemps et j'aime beaucoup ton contenu. Merci beaucoup. Je voulais connaître ton avis concernant les enveloppes budgétaires pour économiser de l'argent. Alors, j'ai découvert le concept il y a quelques temps déjà. En gros, c'est un concept qui consiste à avoir du coup des petites enveloppes dans lesquelles tu budgétises en fait et tu mets de l'argent de côté, ce qui te permet d'économiser, de mieux gérer ton argent. Donc ça fait le lien à la vidéo précédente de celle-ci où je parlais des habitudes pour mieux gérer et développer son argent. Donc, je l'ai pas encore testé pour te dire. En fait, je crois que je l'avais découvert avec une vidéo de la youtubeuse Simi Movie, si je me trompe pas. Et j'avais trouvé ça trop bien. Donc j'ai acheté la petite pochette. J'ai un truc avec des compartiments et tout. Faut juste que je le teste. À la limite, je testerai et j'en ferai une vidéo si ça vous intéresse, puisque je pourrais faire une partie 2 de cette vidéo, les habitudes monétaires. Ensuite, j'ai Sandrine qui dit ma question est de savoir comment garder sa motivation toute l'année. Pendant quelques mois, on se donne les moyens, mais on n'a souvent pas ou peu de retour. Comment faire pour continuer sans baisser les bras? J'aimerais créer une affaire auto-entrepreneur, mais on ne sait pas où et comment s'organiser pour démarrer. Continue ce que tu fais, j'adore. Merci beaucoup. Je pense que pour cette question cette première partie de question sur motivation, dans le fait que on se lance avec monts et merveilles, on est motivé, on est galvanisé par notre projet. Et puis on a un moment où la motivation, elle se fait un peu plus rare, où on a moins d'envie, de discipline, etc. Et je pense qu'il faut se dire que c'est normal d'avoir des hauts et des bas comme ça. En tout cas pour moi, il n'y a pas un moment dans ma vie où j'ai été motivée de A à Z, sans interruption. J'ai toujours eu des périodes où c'était un peu plus compliqué, où parce que je ne voyais pas de retour, je me demandais si ça avait de la valeur ce que je faisais, si c'était pertinent de continuer. Donc je pense que ce sont des questionnements normaux et je pense qu'ils sont importants parce qu'ils nous aident, mine de rien, à faire toujours mieux, tu vois. Tant que toi tu crois en ton projet, je pense qu'il faut revenir à ton pourquoi et pourquoi est-ce que tu te lances dans tel projet. Si toi tu as ce pourquoi et cette motivation profonde, même dans les moments où t'as pas envie, t'acceptes le fait que ce soit pas un point final et que c'est un passage de ton cheminement et que cette motivation, cette discipline, elle va revenir à un moment donné, mais que t'avais besoin de ce petit break pour repartir, tu vois, de plus belle, entre guillemets. Même si le but c'est pas de repartir sur les chapeaux de roue, je pense que t'as compris mon raisonnement, mais je pense que c'est sain d'avoir ces périodes-là où justement t'as besoin de te mettre
mettre en retrait, de prendre un peu de recul, tant que t'abandonnes pas et que tu sais pourquoi tu fais les choses, tu sais que tu vas arriver à un résultat. En fait, moi, ce qui me motive, c'est que je sais que je vais réussir. Quand j'ai un projet qui me motive vraiment, et prenons cette chaîne YouTube, c'est un petit projet m'appartenant, je suis motivée. Il y a des périodes où je le suis moins aussi, et donc ça se voit parce que je la laisse un peu, je la relègue au second plan, donc j'avance sur d'autres choses et puis je mets 1 ou 2 vidéos par mois au lieu de 4. Ça m'arrive. Mais dès que je ressens que je me remets dans les bottes et que je me rappelle pourquoi j'ai lancé cette chaîne, en fait, je retrouve la discipline au-delà de la motivation. Je sais que je vais réussir à développer cette chaîne YouTube. Je sais pas quand, je sais pas combien de temps ça va prendre, je sais pas comment, je sais pas quelle vidéo va faire que, tu vois, ma chaîne va atteindre plus de monde et que je vais réussir à générer un revenu qui soit plus que 180 € par mois, etc. Mais je sais que ça va arriver, je le sais. Et donc en attendant, je prends mon mal en patience et je continue à faire, entre guillemets, du bon travail, en tout cas le mieux que je peux faire à l'instant T. Et je pense que c'est ça aussi la clé, c'est de savoir pourquoi tu fais les choses et d'y revenir. Tu disais que tu avais envie de te lancer dans un projet entrepreneurial, auto-entrepreneurial, mais que tu savais pas forcément par où démarrer. La clé, c'est vraiment de poser les fondations et la base de où tu veux aller, de travailler, voilà, quelle vision tu as pour cette entreprise, quelle mission est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as envie de transmettre aux gens, de quelle manière. Il faut que tu poses en gros toutes les intentions autour de ton projet entrepreneurial. Ensuite, tout le reste, l'administratif, la compta, il y a des professionnels pour t'accompagner, pour t'aider. Et disons que le plus important, avant de commencer, ne serait-ce qu'à faire la moindre action, c'est vraiment de te demander ce que toi, tu as envie de tirer de ton activité, ce que tu as envie de transmettre, la façon dont tu as envie de vivre, quel est le revenu suffisant pour toi à l'année. Tu vois, il y a plein de petits aspects comme ça. Commencer par là, c'est déjà très bien. Et ça t'apporte la clarté qui va faire que le reste sera beaucoup plus fluide. Donc, vous êtes beaucoup du coup à me demander mes projets pour 2025 et je vous en remercie. C'est de me porter de l'intérêt. Franchement, je trouve ça trop cool. Je sais pas encore. Voilà, je vais y réfléchir justement. Je vais me poser cette semaine, jeudi, c'est le lendemain de la mise en ligne de cette vidéo. Je fais un live Twitch sur ma chaîne à 14h, un peu coworking où je fais de la planification, etc. Et je pense que je vais me poser à ce niveau-là. En tout cas, les grands axes. Et ce dont j'ai envie, je dirais, c'est que je veux vraiment donner un coup de boost à cette chaîne YouTube. Il y a déjà ça, donc il va falloir que je réfléchisse aux actions qui vont m'aider à ce résultat-là. Je veux relancer mon podcast de manière rigoureuse pour les 6 premiers mois, jusqu'au mois de juin. Je veux une bonne régularité. Donc l'idée en gros pour moi, c'est de continuer à être indépendante et je veux continuer du coup à aménager ma maison. Ça aussi c'est quelque chose d'important. J'ai aussi mon projet perso de continuer à prendre soin de ma santé. Cette année, alors je dirais pas que j'ai pris du plaisir dans le sport et qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'indispensable dans ma vie, je vais pas mentir, mais je vois en fait la différence et la façon dont je me sens, donc j'ai envie de continuer justement à avancer sur cet aspect-là. Mais disons, voilà, les grands axes c'est ça. Donc je vous dirai, je ferai une vidéo je pense en tout cas sur le sujet pour vous en parler, je pense au cours d'un vlog ou quelque chose comme ça, donc restez connectés, vous le saurez très bientôt. Alors, j'ai donc une question de Lauriane qui est: tu es en train de faire un vrai glow up et ça te va super bien, quel a été le déclic? En fait, le déclic, c'est que je me reconnaissais plus devant le miroir et je m'aimais pas, tout simplement. J'ai toujours eu des fluctuations d'amour propre, je dirais, et de poids dans ma vie. Et pour moi, ça a un impact. Je sais qu'il y a des gens qui s'aiment avec des kilos en plus, etc. Moi, j'étais arrivée à trop de kilos. Là, aujourd'hui, je me re-aime, mais c'est vrai que ça n'était pas le cas. Et je pense que le déclic, c'est ça, en fait. Je m'aimais pas. Ça faisait des années, tu vois, que je m'aimais pas. Et en fait, ça se ressent parce que aussi, sur les 4 dernières années, genre de 2019 à 2022, j'ai quasi pas de photos de moi, en fait. Parce que je pouvais pas me voir en peinture. Donc, je m'évitais. Je portais des leggings et des gros t-shirts très souvent parce que j'étais confortable dedans. Et ça m'évitait d'être confrontée au fait que je rentrais plus dans mes vêtements. Et en fait, un jour, je me suis dit, c'est nul, quoi. Genre, c'est mon corps, j'en ai qu'un, je suis croyante. Donc, je me dis, Dieu m'a donné ce corps et moi, voilà ce que j'en fais. Ça me plaisait pas. Donc, le déclic, ça a été ça. Par contre, j'ai été réaliste envers moi-même dans le sens où je savais que je partais sur un chemin assez long et que j'allais pas faire un truc comme ça avec une perte de poids et revenir du jour au lendemain hyper svelte et tout. Je voulais vraiment un truc progressif où je reste fidèle à moi-même et où je me choque pas. Et donc j'ai eu des régimes quand j'étais petite. J'étais en mode je veux pas faire de régime. Là, j'ai eu ma dose avec les régimes. Je veux juste bien manger, manger sainement, manger coloré, manger varié et tout en continuant à me faire un petit peu plaisir à côté sur les choses que j'aime. Et donc voilà, j'ai commencé un peu comme ça, petit à petit. Le déclic il a été là. Après j'ai aussi pris un coach de sport. Donc en fait ça m'a aidé à avoir une bonne régularité à ce niveau-là parce que sinon toute seule les gars, team canapé. Donc le fait d'avoir un coach individuel, ça m'a coûté bonbon, mais j'en avais besoin pour me lancer et pour adopter une routine. Quand j'ai quelqu'un qui m'attend, j'ai un rendez-vous en fait, et je sais que la personne est là, je m'en fous de savoir si j'ai envie ou si j'ai pas envie et j'y vais. Donc ça a été une succession de petites choses, tu vois, le fait de me remettre à bien manger, le fait de me remettre à une activité sportive, ce genre de choses, voir les résultats aussi. En fait tout ça, ça a contribué à me donner la possibilité de continuer au-delà de l'élan que j'ai déjà eu plein de fois. Cette fois-ci j'étais en mode ok, je fais les choses pour de vrai. Et donc en ayant ces changements de vie, ça m'a aussi redonné envie d'être coquette, ce que je n'étais plus du tout, alors que je suis une girl genre rose quoi.
Voilà, c'est moi, je suis une fille. Voilà, je suis une très girly. Ça m'a redonné envie de me maquiller, voilà, prendre soin de moi, etc. C'est venu avec tout ça. Mais disons que le déclic, ça a été ça. C'était vraiment genre je m'aimais pas et je savais que c'était de ma faute, que c'était mon mode de vie et mes mauvaises habitudes. En fait, quand c'est le bon moment pour toi, tu le sens. Tu le sens que t'es dans le mood où tu te dis c'est la dernière fois. Conseilles-tu de se nicher sur YouTube? Je pense que au démarrage, non. Je pense que c'est pas nécessaire et qu'au final, ça va te restreindre si tu te niches trop au début. Et je pense qu'il faut pas hésiter à te définir des piliers de contenu qui prennent à la fois tes connaissances, tes passions et tes centres d'intérêt. Tu te définis 3 à 5 thèmes et tu démarres comme ça. Et après, en fonction du temps, en fonction de ce que toi t'aimes faire, ce qui est le plus facile à faire du coup et qui t'apporte le plus de résultats, ce que les gens adorent aussi, mais tu peux commencer petit à petit à restreindre. Je dirais que c'est à une période de sa vie, en tout cas de chaîne YouTube et de YouTubeur, parce que tu te lances et tu vois assez large. Avec le temps, tu restreins un petit peu et finalement, ce qu'on voit aussi chez beaucoup de créateurs de contenu, c'est qu'ils finissent par réélargir et aller taper sur différents thèmes. Donc je pense que c'est vraiment un sablier quoi, même si c'est pas indispensable. Je sais que pour ma part, je me nicherai jamais sur un seul sujet, mais je vais tourner comme ça à 3-5 thématiques et ça m'ira. Donc voilà mon point de vue. Mais je pense vraiment pour le coup que tu fais ce qui toi t'anime. Pour moi, le plus important quand on se lance sur YouTube, c'est la régularité. Et la régularité, ça passe par le fait d'avoir envie de créer du contenu. Et donc ça doit nous stimuler créativement, on doit prendre du plaisir dedans, ça doit être quelque chose qui nous anime. Et pour ça, en général, s'enfermer dans une boîte, ça aide pas trop. Tu veux être créatrice de contenu, pourquoi choisir des sponsors plutôt que tes produits? En fait, je fais les deux. Seulement, un canal n'a pas la même vocation qu'un autre. C'est-à-dire que, par exemple, sur YouTube, je fais pas la promotion de mes produits. Je fais la promotion de contenu gratuit de temps en temps, mais c'est pas ce pourquoi j'ai lancé cette chaîne YouTube. Par contre, le podcast, là, je fais la promotion directe de mes produits parce que c'est un format et un podcast sur une thématique qui est en lien avec mon domaine d'expertise. Donc là-bas, je fais la promotion de mes produits. Sur YouTube, je suis plutôt dans le mood sponsor parce que elle a vraiment vocation à être un truc lifestyle, cette chaîne, un truc à part et complémentaire de mon activité. Mais j'ai pas créé cette chaîne pour vendre des produits digitaux. Je l'ai créée pour moi et parce que j'avais envie de le faire. C'est pour ça qu'il y a du coup une différence. Donc je répartis un peu comme ça. J'ai failli oublier une question. Donc une question de Laura qui dit: j'aimerais savoir si ton livre, ça t'a apporté des choses, des nouvelles clientes, de l'autorité, autre chose. Et si sincèrement tu touches un peu d'argent avec ou rien. Je me souviens que tu en avais parlé, mais je ne sais plus si tu reçois par vente ou si tu as un forfait. Qu'est-ce que m'a apporté mon livre? Je dirais de l'autorité surtout, parce que ça m'a permis de me faire connaître auprès de professionnels du podcasting. Donc pour les gens qui débarquent, j'ai écrit un livre qui s'appelle Build Your Podcast et qui enseigne, c'est un livre très niche, aux entreprises, en tout cas aux professionnels, à lancer un podcast pour faire connaître leur activité. Voilà, grosso modo, si je devais résumer les choses. Donc j'ai lancé ce livre à l'été 2022 du coup. En termes de vente, je crois que je touche 10% ou 9%, je sais plus exactement, mais en tout cas, tu peux pas vivre avec ça quoi. Je crois que j'ai gagné en tout et pour tout entre 1500 et 2000 euros. Après, c'est peut-être mon livre qui n'a pas fonctionné, je ne sais pas. En tout cas, je savais que ça allait être niché et que j'allais pas faire des ventes de fou non plus, comme on pourrait le faire avec un roman, mais en même temps, pour moi, un livre, c'est pas quelque chose que tu lances pour gagner de l'argent. Ça m'a pas ramené énormément de clients. Par contre, ça m'a développé une audience, puisque j'ai des gens qui ont découvert le livre, et moi par la suite, et qui du coup m'ont écrit sur les réseaux sociaux, etc. Donc, si je devais dire que ça m'avait apporté un truc, je dirais vraiment l'autorité. Quand tu lances un livre, surtout sur ton domaine d'expertise, ça te crédibilise beaucoup plus, et ça te permet de nouer des relations et des contacts au-delà de ta petite sphère, on va dire. C'est vraiment utile pour ça. Donc est-ce que je recommanderais d'écrire un livre? Oui, si c'est un projet qui fait envie, mais si t'as d'autres objectifs que l'autorité, pour moi c'est pas le truc à faire. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette FAQ. Merci pour vos questions, je pensais pas en avoir autant, j'ai pas pu répondre à toutes, mais j'en referai à la limite un par trimestre. Peut-être que j'en ferai sur des thématiques précises, mais alors sur Twitch je ferai c'est gratuit, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de compte Twitch, il suffit juste d'en créer un, et après vous pouvez me suivre à Life of Safia comme d'habitude, parce que j'avais des questions hyper spécifiques, et je me dis que je pourrais faire des live thématiques là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, merci pour vos questions. Merci de suivre ma chaîne YouTube, ça me fait très plaisir. Et si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On s'amuse bien ici. Voilà. Je vous dis à bientôt. Salut!